on manque de connaissances réelles sur, l'anatomie et le fonctionnement du corps du cheval, encore que il y en a un petit peu enseigné, mais c'est quand même assez léger. Mais surtout, on ne s'intéresse pas du tout au cavalier, on ne Ouais, s'intéresse pas à l'humain. Il y a, c'est comme si, bah, on voit le cheval, on parle que du cheval et puis après on met un humain dessus et fait. Sauf que c'est la moitié de la composante et donc il y a un énorme manque, de connaissance du fonctionnement de l'humain, du fonctionnement mental, émotionnel et du fonctionnement de son corps. Et on est tellement, nous, en plus, complètement déconnectés de notre corps, de nos sensations, de notre fonctionnement. bienvenue dans le 6e épisode de Confidence équestre. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'accueillir Célia Caffarelli. J'ai fait la connaissance de son travail lors de l'événement du Nokota Challenge où elle a participé avec la jument qu'on lui a confiée, Tiger Lily. Et j'avais envie de découvrir son parcours et de vous partager son approche parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Donc, bienvenue Célia. Merci, Alex. Avant de partir dans les questions, on a une petite tradition dans Confidence équestre, c'est qu'en fait, je vais te donner le clap et au dos du clap, tu vas marquer un mot. C'est soit un mot qui te correspond ou qui te tient à cœur ou voilà, qui a de l'importance pour toi. Donc, je vais te donner la craie, je vais te donner ça, tu écris, après, tu le caches, on le regardera en fin d'épisode. Juste attention, ça peut s'effacer contre le canapé. Trop bien. Tout d'abord, peux-tu te présenter un peu qui tu es à nos auditeurs? Alors, je m'appelle Célia. J'ai plusieurs activités. Je suis de base ostéopathe, ostéopathe humain et ostéopathe équin. J'ai fait une formation de podologie équine aussi pour rajouter mes connaissances en ostéopathie. Et quand j'ai fini mes études, je suis partie en Dordogne pour m'installer et monter ma structure équestre, qui a pris pas mal de temps, mais j'ai monté un élevage de chevaux de loisirs, une pension et puis aujourd'hui, j'ai même développé une activité d'enseignement où je reçois des gens avec leurs chevaux, ou avec, des chevaux qui sont sur place, des chevaux d'école et je leur apporte, mes connaissances, entre, éthologie, dressage et conscience de leur corps. Trop bien. Je savais que c'était intéressant de te faire venir parce que tu vas nous raconter plein de choses avec toutes ces caractéristiques. Tout d'abord, une question un petit peu classique, mais comment les choses sont rentrées dans ta vie? J'ai pas vraiment de réponse, toute faite à savoir du pourquoi ou du comment. C'est mes parents qui m'ont raconté parce que j'étais très jeune, j'avais 2 ans, donc j'ai assez peu de souvenirs, juste des photos. Mais que depuis toujours, j'étais, attirée par les chevaux et que je leur réclamais et que je leur montrais, même avant de savoir parler ou de dire beaucoup de mots. Le mot «dada» était un mot qui est venu, très rapidement dans mon langage et que je montrais les chevaux quand on m'a dit: «Bah, c'était dada» et j'ai tout de suite su le dire et que je réclamais à ce qu'on aille, les voir et on habitait à la campagne en Normandie et il y avait un monsieur qui venait les après-midi avec, des poneys pour faire des tours aux enfants et j'ai tout de suite voulu en faire et mes parents ont suivi là-dedans. Est-ce que ta famille n'était pas Pas du forcément tout. dans les chevaux? Non, non, mes parents étaient pas du tout dans les chevaux, juste, bah, ils ont bien voulu et ça a commencé là et ça s'est jamais arrêté. C'est assez rigolo parce que des fois, ça se fait, ça Mmh. reste dans la famille et tu es la 6e invitée où en fait qui a attrapé le virus, on ne sait pas d'où Mmh. et qui a personne dans sa famille, donc ça, Mmh c'est mh. hyper intéressant. Donc tu nous as dit que, tu portes plusieurs casquettes, tu nous les as énumérées avant. Comment tu jongles finalement avec tout ça? Parce que ça fait beaucoup de choses, Mmh. beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Comment tu gères en fait ton quotidien? Est-ce que tu mets certaines compétences l'une avec l'autre ou est-ce que tu as des activités complètement séparées? Mmh. Alors j'évite de jongler parce qu'on peut faire vite tomber des quilles, mais en fait, pendant près de 12 ans après, la fin de mes études, d'ostéo, j'ai monté mon cabinet d'ostéopathie humaine où je recevais, plein de gens complètement en dehors du monde du cheval. Mais plus mon activité équestre, que ce soit sur ma structure ou, avec l'enseignement et les cours, a pris de l'importance en termes de temps et en termes d'implication de moi-même dedans, c'est devenu un peu une évidence qu'il fallait que j'ouvre du temps pour ça. Donc, moi, l'ostéopathie humaine est devenue ostéopathie cavalier et donc maintenant je mêle tout ça pour les cavaliers et pour les chevaux dans un but, d'aider tout le monde à fonctionner au mieux dans son corps, dans la connaissance de chacun
et dans ce qu'ils font ensemble. Et au final, le côté élevage n'est pas séparé de cela puisque, je fais naître des chevaux qui me plaisent et j'essaye de faire, des mélanges qui sont, des chevaux équilibrés autant dans leur mental que dans leur corps Par et au f rapport aussi à ce que tu vois avec les élèves et ce que tu as dans ton quotidien, finalement. oui, oui, et des besoins qu'on peut avoir pour avoir un cheval, de loisir qui va être, dans son corps facilement, adapté pour pouvoir, monter enfin, être monté, faire des activités de loisirs avec des cavaliers qui ne seront pas professionnels, donc qui auront un savoir-faire qui va être, un petit peu plus difficile pour eux à acquérir et avec des chevaux qui ont plus de facilité et en fait, ces personnes-là, viennent acheter des poulains. Il y en a qui les laissent en pension. Je les suis, heu, dans toute la construction de la relation avec leur cheval ou alors, ils partent, mais après je les revois parce qu'ils reviennent avec et donc c'est aussi une construction, c'est aussi un élément qui permet de la construction, de relations entre des hommes et des chevaux donc c'est j'ai pas besoin de jongler, en fait, tout est c'est comme un puzzle et il y a plein d'éléments dans le puzzle et le tout essaye de faire une globalité. Mmh. Et puis, bah, là, tu as toutes ces compétences-là, mais en fait, est-ce que ces compétences sont arrivées un petit peu au hasard ou est-ce qu'en fait, tu as fait une activité et tu dis: «Ah, bah, il me manque, ça, j'aimerais Mmh. développer ça». Est-ce que tu t'es construit en fonction de tes expériences Mmh. ou en fait, les choses sont arrivées un petit peu par feeling et des fois par opportunité, finalement? Il y a eu un peu des 2 pour, voilà, à la fin de mes études, quand il faut choisir, qu'est-ce qu'on va faire après le bac, c'est pareil, j'ai un peu du mal à savoir pourquoi est-ce que j'ai été vers de l'ostéo. J'ai vu un ostéopathe travailler sur un cheval et ça m'a plu, le toucher, ce qu'il arrivait à déceler sur le cheval. À l'époque, il y avait pas d'école d'ostéopathie animale, c'était, pour aller en ostéo, soit on était vétérinaire, soit on était ostéopathe humain et mes parents m'ont aussi poussé à d'abord commencer sur l'ostéopathie humaine et ce qui permettait aussi, enfin, ce qui était finalement très logique puisque, avec le cheval, il y a toujours des humains, donc on a besoin d'avoir cette globalité-là. Donc, j'ai fait mes études d'ostéopathie humaine. J'ai rajouté derrière l'ostéopathie équine et quand j'ai commencé à travailler, sur les chevaux en ostéo, je me rendais compte, par exemple, il y avait toute la composante, de la locomotion, et du fait du pied que je ne comprenais pas et que je ne maîtrisais pas. Mmh. J'étais très attirée et très passionnée par le parage. Donc, en fait, j'ai été me former en podologie, non pas pour faire ce métier-là, mais pour, Pour avoir ouais, plus de c'est ça, connaissances, pour finalement, avoir dans ce que tu ressentais. ouais, plus de connaissances et de compréhension, plus d'éléments et pour pouvoir aussi agir, lorsqu'il y en avait besoin. Alors j'ai travaillé un peu, je l'ai fait pendant un an professionnellement, mais bon après j'ai arrêté parce que c'était Mmh. pas un élément en soi, ça devait être dans cette complémentarité, par rapport à de la gestion, physique et du bien-être, de ma clientèle, on va dire. Et puis ça te permet d'avoir des conseils aussi plus Ouais. pertinents si tu bah, si tu as un problème, ça peut avoir un impact sur le pied et vice Mmh. versa. Donc finalement, Oui, ça ça te va dans permet d'aiguiller un tout petit peu ouais, mieux les gens derrière. tout à fait, ouais et puis de, gérer aussi, mes chevaux et tous les chevaux Mmh. qui sont chez moi. Et puis, j'ai toujours eu enfin, je me suis installée en Dordogne, j'ai eu, dans mes premiers chevaux, un aztèque crème et qui venait d'un élevage, qui me fascinait un peu, de chevaux crème et dans ce rêve d'élever des chevaux, voilà, je me suis installée là-bas avec cette espèce de rêve-là. On part, on est gamin et après on évolue là-dedans. Heu, l'élevage a évolué en fonction des chevaux qui sont arrivés, hem, mais avec beaucoup de chevaux qui m'ont appris en fait, beaucoup de choses sur, leur façon de vivre, sur la Mmh. relation avec eux, quand on vit avec eux au quotidien et quand on doit interagir avec eux, c'est là qu'on apprend. Les premiers poulains m'ont énormément formée en fait, bien au-delà de tout ce que l'on apprend classiquement, des méthodes, et m'ont poussée à être, à être plus dans mon savoir-être, dans une communication beaucoup plus fine, de me servir beaucoup plus de mon énergie, de l'envie, de l'intérêt et donc ça m'a apporté, beaucoup de compréhension de l'humain aussi et de comment est-ce qu'on devait, heu, se servir de notre propre corps en tant qu'humain pour aussi communiquer avec les chevaux adultes et tout ça s'est mêlé et a fait que, j'ai eu pas mal de chevaux au travail pendant plusieurs années. Heu, après j'ai arrêté, le travail des chevaux parce que j'avais, un petit peu trop d'activité et l'enseignement, c'est de la demande, en fait. J'ai jamais voulu enseigner.
Tu es arrivée, C'est qu'en fait, c'est arrivé par hasard finalement. oui, c'est parce qu'en fait, on m'a demandé: Mmh mh. «J'aimerais bien, prendre des cours avec toi, j'aimerais bien venir, j'aimerais bien que tu m'aides avec mon cheval». Et une personne, 2, 3, 10 et puis encore plus et puis en fait, ça commence à prendre beaucoup de place, Mmh. et de la révélation de se rendre compte que, le matin, je suis chez moi avec mes chevaux, j'ai des cours, j'ai des personnes avec moi et puis, après l'après-midi, je mets ma blouse d'ostéo humain, je vais dans mon cabinet et là, je suis dans un autre monde et cette séparation entre ces 2 mondes qui était agréable certaines au début et puis après, complètement, Mmh. j'avais C'était plus dissociable au bout d'un non, moment. non, non, je devenais une autre personne, en fait, quand je rentrais dans mon cabinet et ça n'avait plus de sens. Mmh. Donc la décision de faire de la place, la décision nécessaire de léguer ma place à mon cabinet pour faire de la place pour autre chose et l'autre chose a complètement s'est complètement remplie et donc après, la nécessité de passer, les diplômes qu'il fallait pour pouvoir, avoir le Et transmettre et pour toi, finalement, parce que bon, on a un point commun parce que, quand je me suis, formée, je me suis fait former pour mes chevaux mmh, et ça a pas du tout été un but mmh, aussi d'enseigner et puis les choses des fois viennent, un peu de fil en aiguille mmh, et moi je sais qu'en fait, j'étais tellement passionnée par ce que j'apprenais que j'avais envie de le transmettre. mmh. Est-ce que toi, ça a été ce besoin-là aussi de commencer à enseigner et que tu avais envie de transmettre ces connaissances-là, forcément, ou c'est même pas ça qui t'a poussé vers l'enseignement? En fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait, de transmettre et que j'étais à l'aise dans le fait d'aider les gens, mais je m'en suis rendu compte, par hasard. Je m'en suis rendu compte parce qu'on m'a mis dans cette situation. C'est pas Mmh. moi qui, au départ, ai senti l'envie d'aller L'envie d'enseigner. transmettre. Mmh. C'est qu'au départ, j'ai dit «oui», parce on m'a demandé. J'ai dit «oui» parce que je suis gentille et que tu me demandes, bah, d'accord, on fait, on voit, je sais pas, un nouveau truc, OK, puis en fait, bah, ça me plaît et en fait, j'arrive assez bien à lire, la personne, à lire son cheval et à trouver qu'est-ce qui pourrait les aider et ressentir qu'est-ce qu'il y a besoin, ressentir ce que ressent l'autre pour savoir qu'est-ce qu'il faut déverrouiller et arriver à lire ce truc-là. C'était assez facile pour moi et heu et du coup de me sentir aussi à l'aise là-dedans, c'est comme si c'était évident Mmh. et d'être surpris de se dire que, bah, en fait, j'aime bien ça et puis, en fait, j'y arrive facilement et bien et ça marche bien. C'est ça que je veux continuer à faire. Et puis, bah, pour, les auditeurs qui nous écoutent, bah, en fait, tu viens d'animer, Mmh. 2 jours en stage, donc tu as fait ton baptême en Suisse. Ouais. Donc on est honorés, de faire, je suis honorée de te faire, venir pour la première fois en Suisse et moi, c'est vraiment ce qui m'a frappée durant ces 2 jours ou même, quand tu as animé un webinaire il y a 2 semaines en arrière, c'est qu'on te sent vraiment passionné aussi Mmh. par ce que tu fais et puis, je veux dire, on te voit que tu es animée, tu es souriante, tu as ce dynamisme et je trouve qu'on ressent cette envie d'aider vraiment l'ensemble du couple Mmh. et en tout cas, c'était en plus du podcast, de te découvrir comme ça a été, vraiment chouette de pouvoir découvrir ton enseignement et ce que tu es en train de me dire là, je l'ai vraiment ressenti Mmh. durant ces 2 jours. Si là, demain, je te dis que tu as le droit de choisir qu'une seule spécialité, tu as pas le choix. Est-ce qu'il y en a une vraiment où tu dois faire le tri, tu as pas le choix? Laquelle tu gardes? Bah, C'est en dur fait, cette c'est question. pas, heu c'est pas comme si, c'était, bah, là je fais ça, là je fais ça, là je fais ça, là je fais ça. Ouais, En fait, je prends en charge des personnes et avec je tout le package finalement. voilà et je les aide avec, mmh, des connaissances et des choses que j'ai acquises. En fait, je les aide avec moi et ces connaissances, je les ai imprimées, je me les ai intégrées et je les aide avec des parties de moi. Donc c'est comme si tu me disais: «Bah, t'enlèves une partie de toi». Ouais. À la rigueur, ce que je peux séparer, c'est, la pension ou l'élevage de l'enseignement. Ça peut être 2 choses qui peuvent se séparer. On va dire que ce qui m'anime plus, c'est de pouvoir, heu, transmettre, vivre des choses avec les chevaux et les transmettre aux gens. Mmh. C'est ça qui est passionnant. Mais je peux pas, moi, m'enlever des parties de moi Ouais. pour enlever des parties de ce que je retransmets. Puisque
En fait, l'ostéo humain équin, c'est ma lecture du corps et mon savoir-faire dans comment faire remobiliser le corps que je transmets dans l'équitation et pas dans le fait de faire une séance d'ostéo. Mmh. Quelles sont les valeurs qui guident ta pédagogie? Bah, quand, je rencontre un cheval et un cavalier, c'est comme si on rencontrait un monde à 2. Ils ont leur monde, leur façon d'être chacun séparément, leur être, leur, histoire, leur mental, leur corps. Et puis ensuite, il y a, ce qui se passe entre 2, ce qui s'est passé, ce qui se passe bien, ce qui se passe pas bien, la synergie qu'il y a, leur questionnement, leur envie, enfin oui, leur envie, de quelque chose et il faut arriver à trouver, qu'est-ce qu'on peut, détisser, retisser pour pouvoir, les aider à mieux communiquer. Ce qu'il faut déjà, c'est, avoir de la tolérance, de chacun et prendre ce qu'ils ont envie de donner. Hem, arriver à connecter l'humain avec ses sensations, avec, son mental, avec, ce qu'il projette, avec ce qui l'enferme et cetera. Hem, arriver à montrer au cheval qu'on discute avec lui, qu'on essaie d'avoir un échange avec lui et qu'on essaie de les amener à quelque chose et ce quelque chose, c'est ce qu'ils ont envie eux et pas forcément ce que moi je projette comme étant ce qu'ils devraient faire ou ce qui serait bien qu'ils fassent. Et c'est vraiment répondre à ce que chacun a envie de faire sans valeur, sans y mettre une échelle de valeur Mmh. et Et surtout sans jugement, comme tu l'as dit. ouais, c'est ça. Enfin, t'acceptes, c'est pas peut-être pas le bon terme, mais tu juges pas ce qu'ils ont fait ou leurs idées et tu les prends comme ils arrivent. Ouais, j'ai pas de problème à travailler avec, des cavaliers qui ont des objectifs de loisirs, juste, de plaisir, avec des chevaux qui ont pas des grandes capacités, mais qui font de leur mieux pour leur cavalier et de répondre en fait, avec autant d'implication et autant d'importance dans leurs demandes qu'un cavalier qui a des objectifs, plus de travail, plus précis, plus de performance ou des objectifs de compétition. Pour moi, il y a pas de notion de valeur. La valeur, elle est simplement dans l'envie que l'on Dans met la dans motivation ouais. qu'ils enfin, le Qu'ils ont fait qu'ils ont envie d'évoluer et travailler, finalement, mmh, d'où ils viennent et ce qu'ils veulent faire, c'est pas important. Parce que, bah, c'est une question légitime parce qu'on sait qu'il y a certains entraîneurs, mmh, bah, sans jugement, hein, c'est ce qu'on a envie de transmettre. Mais je sais que, bah, dans mon passé, quand j'ai fait certains stages, bah, il y avait des niveaux minimums requis. mmh. Il fallait avoir atteint un certain niveau de compétition pour pouvoir s'entraîner avec cette personne-là. Pour toi, c'est pas le cas chez Non, ta quoi? non, ça n'a aucune importance pour moi et aussi parce que, bah, moi, par exemple, la compétition, personnellement, ça ne m'intéresse pas. J'y mets pas de valeur. En tout cas, ça ne Mmh. me donnerait pas de valeur de moi à moi-même d'aller faire de la compétition. La valeur, je la mets dans le temps que je prends ou quand je vis, l'intensité du moment que je vis et quel que soit le moment, sans y mettre une échelle qu'on a tendance à mettre en tant qu'humain. Et d'aller mettre, autant d'énergie et donner autant de clés à tout le monde, quel que soit l'objectif, même si c'est simplement être, bien en balade avec son cheval. Mmh. Et par rapport à, bah, que ce soit le milieu équestre ou par le biais de ton enseignement ou l'élevage, est-ce que parce que des fois, on sait que certaines personnes, ils ont, un combat ou quelque chose qui les tient extrêmement à cœur, qui les touche et ils ont envie de je sais pas, il y a quelque chose ouais, oui, quelque chose qui un combat qui les tient à cœur. Est-ce que toi, tu en as un? Ça peut être face au milieu équestre Mmh. ou avec tes élèves, hein? Alors moi, je dirais pas que pour moi, ce serait un combat parce que la notion de combat, c'est de bataille et on se bat contre quelque chose Mmh. et moi, je me bats contre rien. De toute façon, ça ne sert à rien. Heu J'avance, je cherche, j'ai envie, de trouver, de décortiquer, de vivre des choses et de les faire vivre à d'autres et en fait, c'est la notion d'envie. Si on peut avoir envie de montrer ce qu'il est possible de faire avec des chevaux, de montrer tout ce qu'on peut ressentir, d'expliquer toutes les choses qu'on en a pu découvrir sur les chevaux avec tous les progrès, scientifiques qu'on a aussi. En fait,
ça va servir à quelque chose si on transmet de l'envie et si, dans notre monde du cheval, il y a l'envie de changer, de tester, de faire des choses différemment et c'est pas en luttant et c'est pas en en, en interdisant ou en clamant, en protestant Mmh. qu'on va apporter un vrai Ou message. en étant extrémiste Non, finalement. ouais. Mmh. C'est simplement en montrant, on ne peut pas faire changer quelqu'un en le forçant, c'est impossible. Mmh. On ne peut que essayer d'éveiller des étincelles. On peut que essayer d'éveiller des petites flammes pour amener de la lumière et pour ça, il faut donner envie. Donc je me bats pas, je fais mon chemin, je, j'ai envie de me développer en permanence, de progresser avec mes chevaux, de progresser sur ma conscience, la conscience de moi, de eux, de l'écoute, mon ressenti, ma lecture de l'humain, ma lecture du cheval. J'ai envie d'amener plus de finesse là-dedans, j'ai envie d'aider les gens avec leurs chevaux, de leur transmettre ça, de les faire avancer, de montrer ce qu'on peut faire, de prendre du plaisir dans ma vie avec mes chevaux et que ça donne de l'envie et c'est comme ça, je pense, juste qu'on peut faire naître d'autres envies. Mmh. Trop bien. C'est passionnant. Là, tu as, bah, un nouveau couple qui arrive chez toi, parce que, bah, tu as pas mal de clés à ton De flèche à ton arc, tu peux voilà, dire. ah oui, Ou de clé à ton de trousseau, je ne de sais pas, clés, mais je sais pas pourquoi j'avais clé, mais en effet, de corde à ton arc ou de flèches dans ton carquois, je sais pas. Voilà, mais on a bien imaginé. Bah, voilà, comment est-ce que tu as un protocole ou quelque chose? Par quoi, en fait, tu mets de l'importance au début et comment tu vas construire le couple? Parce que, bah, tu étais dans le Nokota, donc tu as aussi toutes les connaissances d'éducation du cheval, tu as le côté biomécanique. Comment tu démarres avec un couple, qui vient chez toi? alors, tu as failli dire le mot méthodologie, mais j'en ai pas. Parce qu'en J'ai fait en fait, parce que j on peut pas mettre tout le monde dans la même boîte. On va y Je revenir aux Ouais, boîtes après. en fait, je projette jamais. Parce que si on projette, c'est moi qui vais projeter quelque chose, qui me correspond à moi, mais qui sera dans lequel l'autre devra s'adapter. Mmh mh. Donc je prends la personne, elle arrive, je projette rien, je planifie rien et juste je vais la laisser s'exprimer. Elle va me parler, son cheval, je vais le regarder, ça va déjà me dire des choses et puis après je vais leur dire: «Va, fais quelque chose, montrez-moi ce que vous faites, et je verrai» et en fait, c'est dans ces moments-là que je vois: «Ah, là j'ai ça à faire. Ah, là j'ai ça à faire. Là j'ai ça à faire». Mmh. Donc c'est variable en fonction de tout le monde et et du coup, je vais prendre la première chose que je vois qui vient et on va travailler dessus et on travaille dessus, on décortique et puis hop, ça me fait apparaître autre chose. OK, on rajoute ça et puis on avance, on décortique. Eh, j'ai une autre idée, j'ai quelque chose qui me vient et donc du coup, c'est totalement personnalisé, c'est sûr et ça enfin, ça fait que ça m'a montré que je pouvais avoir confiance en moi et en ma capacité de lecture et que les choses vont venir quand elles devront venir et elles seront justes parce qu'elles seront là. On les fera au moment où je les vois et c'est au bon moment. Mmh. Donc c'est assez vague comme réponse, c'est sûr, mais toute, c'est comme si j'ouvrais toutes les écoutilles et il y a la boîte à outils qui est là et puis on va avancer et je vais voir quel outil je vais prendre pour à Mmh. ce moment-là t'aider et ça va me donner une explication et je vais enlever une couche et petit à petit, je vais les découvrir en enlevant des couches et on va pouvoir mettre les choses bout à bout et construire. Mmh. Ça me fait, penser à quelque chose que tu nous as dit plusieurs fois durant le stage et ça me fait écho avec ça parce que tu nous disais, de pas oublier qu'on travaille avec du vivant Mmh, et ça me fait écho à ça finalement, c'est pareil avec les gens mmh, et je sais pas, j'ai cette image de tu nous parlais aussi que tu nous as dit que il faut toujours rester dans le mouvement parce que, mmh, bah, s'il y a plus de mouvement, bah, on est mort mmh, et je sens en fait cette dynamique et ce mouvement aussi en fait dans ça en fait, mmh, dans exactement. ton approche et cette énergie qui bouge tout le temps et qui est tout le temps en synergie, oui, on pourrait Mmh, dire ça comme ça, en synergie et je ressens ce mouvement-là, en fait, je sais pas, mais mmh c'est parce que tu nous en as parlé, mmh. ce Ouais, c'est important. mmh, On a tendance à,
à être, dans d dans de l'inertie, du corps parce qu'on nous apprend à être sage et pas bouger. Et je pense que ma formation d'ostéo et toutes mes années, à l'écoute du corps m'ont montré à quel point, le mouvement pouvait être un micro-mouvement respiratoire, mais que c'est ça l'importance et que le travail d'ostéopathe, c'est de remettre du mouvement dans le corps. C'est pas de remettre des choses droites, c'est pas Mmh. d'aligner, c'est juste de remettre en mouvement et de faire bouger les choses avec les autres et que c'est ce mouvement qui amène la vie et qui amène du passage et tout est mouvance, et les animaux sont beaucoup plus proches de leur corps donc pour eux, c'est hyper naturel, en fait, de communiquer par le mouvement et c'est cette notion, ouais, de 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 faire passer des choses, de respirer. Les émotions vont être dans un mouvement. On va tout faire passer par son propre corps. La respiration, le mouvement respiratoire va permettre de tout faire passer. On va servir de son énergie et mettre en mouvement par son corps. Donc oui, tout est toujours, comme une danse et en fait, on se rend compte que la communication avec le cheval, c'est une danse. Oui, et C avec les humains aussi Ouais, finalement. Et tu disais, le terme méthodologie, ben, du coup, cette méthodologie va amener la rigidité qui va t'empêcher d'avoir cette, synergie et ce mouvement-là. ouais. Après, je pense que c'est pas ce qu'il faut pas entendre dans ce que je dis, je ne réfute pas, les méthodes, un apprentissage méthodique, le fait de décortiquer des choses pour qu'ils soient compris, pour apprendre. C'est normal, il y a une base lorsqu'on apprend des choses, on a besoin que les choses soient cadrées, qu'elles soient expliquées de manière progressive et Ouais, cetera. et Ça, c'est ça nécessaire. dépend surtout où on est sur le chemin. Parce Oui, qu'en fait, si on est au début du chemin, il y a besoin d'un oui, peu de bien méthodologie sûr, pour c'est avoir un nécessaire. cap. Mmh. Mais après il faut se laisser enfin, oser aller un peu plus au ressenti, au feeling. C'est ça et après une fois qu'on a acquis des bases et qu'on a eu un processus assez cadré, on va pouvoir rendre mouvant tout ça et s'en servir et jongler avec les choses. Mmh. Je mène toujours un petit peu, mon enquête. Je vais toujours un petit peu, comment dire? Mmh. Sur les pages des réseaux, un petit peu lire, ce que, bah, mes invités, ils partagent. Et il y a, un moment, tu parlais de pensée latérale Mmh. et je trouvais très intéressant donc qu'entends-tu par, la pensée latérale? Tu avais fait un article Ah, ça là-dessus. fait quelques années, hein? Ouais, mais je l'ai relu et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc Alors la pensée latérale, c'est penser en dehors du cadre établi. Ça ne veut pas dire, être totalement anarchique dans sa pensée, c'est simplement, pouvoir se dire que on est capable d'avoir une réflexion propre et que si la réflexion sort du cadre que l'on a établi, elle n'est pas forcément fausse et elle n'est pas forcément vaine. Hem, Qu'en fait, ça veut dire se donner, de l'importance à ce qui peut ne pas être conventionnel. C'est juste l'opposition à la pensée conventionnelle. La pensée conventionnelle, c'est celle, bah, en fait, on a toujours fait ça, mmh. mais on a toujours dit comme ça. On a mis ce cadre-là, on apprend comme ça et en fait, c'est pouvoir se sortir, c'est prendre du recul, prendre un peu de distance pour pouvoir regarder les choses sous plusieurs angles et se rendre compte qu'une même situation, lorsqu'elle est prise sous plusieurs angles, elle va nous donner une vision différente. Mmh. Et avoir la pensée latérale, c'est pouvoir se dire: «Je prends du recul par rapport à une situation et si je la regardais là? Pas à travers ce filtre. Et si je la regardais là? La vérité me paraît différente. Mais est-ce que du coup cette vérité n'est plus une vérité?» C'est se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas une façon de voir les choses et que l'on peut, hem, par un raisonnement, fondé et réfléchi, c'est pas raconter n'importe quoi, mais c'est simplement qu'on peut, sortir de ce cadre conventionnel et essayer de réfléchir différemment pour apporter quelque chose qui sera aussi parfaitement juste, mais juste parce qu'on le regarde différemment. Mmh. Et c'est un peu, l'image, d'un arbre avec, des branches qui vont sur les côtés, en fait, et qui s'étendent. C'est aussi la capacité à prendre la hauteur et du coup, si je rajoutais
ces connaissances-là par rapport à ça. Tiens, ça me fait penser à ça me fait penser à un lien à autre chose. Ah, mais du coup, s'il y a un lien à autre chose, ça voudrait dire qu'il peut y avoir une influence sur autre chose. Et donc, c'est pouvoir sauter d'une chose à l'autre et se nourrir de plein de connaissances pour pouvoir l'enrichir et pour pouvoir se rendre compte que la pensée qu'on avait conventionnelle, elle était toute petite et que Mmh. là, on arrive à avoir quelque chose de beaucoup plus riche et de beaucoup plus grand et qui est complètement à côté du cadre conventionnel. Ouais et puis, en fait, oser, sortir de ça, finalement. Oui. Parce que tu te prives de plein de trucs. C'est un peu le principe de la remise en question aussi, c'est de Mmh. pas prendre tout pour acquis et de se dire, «OK, je» bah, c'est un peu comme quand on fait un stage, bah, justement avec un intervenant. Mmh. Ça, on se dit: «Ah, je prends ça, je Oui. prends ça, je prends ça». On peut jamais être totalement d'accord avec, bah, une méthodologie, une Mmh. personne ou une situation ou autre, mais finalement, de piocher un petit peu partout et peut-être des fois, une chose qui nous paraît à pas avoir de sens à un moment, bah, de la garder de côté et puis elle peut, Ouais, prendre ressurgir du plus sens loin, quoi. après, oui. Et ça te permet de devenir toi. Tu t'intègres et tu fais passer au travers de toi des connaissances et des expériences et tu deviens toi. Oui et rester ouvert, c'est important. C'est bah, moi, je sais que j'ai assez une vision de me dire que, bah, pour moi, bah, tu disais: «Le mouvement, on meurt». Moi, je suis assez, bah, quand j'apprends plus, je meurs Mmh mh. et en fait, cette capacité de continuer à apprendre et d'apprendre des autres, bon là, c'est par rapport à l'apprentissage, mais mais ouais, c'est un peu la même chose, c'est continuer à grandir et puis ça enrichit et puis je pense qu'on est tellement dans le milieu équestre, on souffre tellement de ça finalement, de Mmh. ce côté où il y a une vision unique, Mmh. la tradition où bah, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast. C'est ce côté, bah, j'adore échanger avec d'autres professionnels parce qu'on a tellement à apprendre des uns des autres et ça c'est je pense que c'est aussi comme ça, bon on en reviendra plus tard, mais Mmh. je pense que c'est comme ça aussi que notre milieu équestre va évoluer. Tout à fait. Tu avais un autre post justement, mais c'est un peu en lien justement sur ce principe de la boîte. Mmh mh. Donc, j'ai cru comprendre que le fait de mettre les gens dans les boîtes, pour toi, c'était un sujet qui te touchait et je te cache pas, moi, c'est un sujet qui me touche aussi parce que j'ai bah, contrairement à toi, moi, j'ai été, passionnée enfin, j'ai fait pas mal de compétitions et ça m'a passionnée des années. Mais c'est aussi un milieu où on met beaucoup de boîtes et Mmh. en fait, bah, ouais, qui est compliqué donc, Mmh mh. par rapport à la boîte ou comment tu la question, elle part dans tous les sens. Oui, j'ai eu envie d'écrire ce texte parce que ma dernière expérience, de rentrer dans une boîte a été, quand même assez ironique, par rapport aux conséquences que ça a eu derrière. Mais en fait, c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu de mal, mais depuis toute petite, où Mmh mh. c'était vraiment très difficile pour moi, de rentrer dans du convention, alors que j'étais une fille très sage et que je posais pas de problème, d'autorité ou quoi, hein. Mais c'était, plutôt dans le fait de ressembler aux autres, où je me suis toujours sentie, vraiment extrêmement différente et où j'avais beaucoup de mal à trouver ma place parce que quand on est jeune et quand on est ado, On doit on rentrer doit dans un rentrer. moule, quoi. C'est ça, on doit être, conventionnels, tous pareils, habillés pareil, machin et c'était très compliqué pour moi. J'étais à fond dans le cheval, enfin, ça me permettait de me faire une voie d'échappée, en fait, hem, dans laquelle j'étais bien parce que sinon, dans le reste, il y avait absolument rien qui allait et c'était vraiment très compliqué. Et puis bon après, les études, je crois que les études d'ostéopathie, ça a été comme, une bouffée d'oxygène. J'ai eu la chance, je pense que c'est une chance parce que c'est plus le cas aujourd'hui pour les étudiants en ostéopathie, mais j'ai eu la chance d'être dans une école où, il y avait une diversité d'enseignants, et en fait, heu, justement, c'était la richesse de cette école qui n'enfermait pas ses enseignants dans un cadre de programme et d'enseignement et qui, voulait avoir une diversité d'enseignants Mmh pour mh. qu'on ait une diversité d'approches et pour nous donner un maximum d'approches et nous permettre de devenir l'ostéopathe que l'on est. Mmh. Et on nous a beaucoup répété que on sera tous différents et qu'on travaillera tous différemment, mais qu'on sera tous bons parce qu'on aura on a appris une panoplie de techniques très, très large et que vous allez pouvoir piocher
dans ce que vous avez appris pour utiliser ce qui vous correspond le mieux à Mmh. vous. Et à votre examen final, bon, forcément, il y a des épreuves, on vous demande de faire un peu de tout, c'est quand même un examen d'école, mais dans l'examen final de clinica où vous prenez en charge quelqu'un et qui n'est plus les examens de de matière, et beh, vous avez quelqu'un, vous faites une séance, vous la faites avec ce que vous avez appris et en fait, deviens-toi, montre qui tu es toi et donc c'est là que je me suis rendu compte: «Ah ouais, en fait, on peut, devenir, ce que l'on est et non pas se devenir l'élève ou le modèle que l'on veut qu'une école qu'une école Mmh. veut former» et donc j'ai eu cette chance-là dans cette école, d'avoir cette ouverture-là et cette mentalité-là. Et puis après, il y a eu la podologie, équine sur les chevaux avec Casey Lapierre qui nous a énormément aussi parlé de la pensée latérale, qui lui venait était maréchal et qui a dû développer sa pensée latérale pour comprendre pourquoi est-ce que, bah, ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'il allait falloir comprendre qui n'était pas conventionnel. Et donc ça pareil, ça faisait écho, ça répondait à ce que, à ce dont j'avais besoin et devenir soi-même et puis, beh, après il y a eu des chevaux dans ma vie, hem et c'est eux qui m'ont appris à devenir moi-même et j'ai dû quand même, rentrer dans d'autres boîtes lorsqu'il a fallu, passer, l'examen du CNOV donc le certificat, devant les vétérinaires pour de l'ostéopathie et animale, parce que c'était pas que l'ostéopathie équine. Où là, pouf! Cette boîte dans laquelle il a fallu que je rentre alors que je n'en ai jamais, j'ai jamais eu de boîte d'ostéo et ça a été, je m'y suis conformée, je pense qu'il faut avoir de la plasticité cérébrale pour se dire: «OK, qu'est-ce qu'on attend de moi et Mmh. à quoi faut que je ressemble pour leur plaire à eux?» et ça a été un exercice, pas facile, mais au final un exercice assez intéressant de savoir de quelle manière je peux utiliser moi-même et mes connaissances pour prendre: «OK, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de maîtriser ça et de leur montrer ça» et pour pouvoir valider, ce droit d'exercer et après ça a été un peu pareil, pour, le BPJEPS donc l'examen, en France, Mmh. pour enseigner en équitation qui s'est passé un chouïa moins bien parce que je me suis beaucoup enfin ouais, je me suis moins imaginé qu'il y avait en fait, Un moule, en fait. oui, 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 c'est je sais pas pourquoi, j'ai fait cette erreur, mais finalement c'était un mal pour un bien et l'ironie de ça, c'est qu'après, c'est, une personne de la FFE, qui travaille pour les formations, de diversité avec les chevaux, donc les formations d'équicoaching, qui m'a contactée, pour, venir enseigner, parce que j'avais cette double casquette d'ostéo et d'enseignante et pour aller, transmettre, justement ce pourquoi on m'avait infusé, au BPJEPS donc Et du coup, c'était pas une erreur, c'était non, ouvrir une porte que tu as ouais, fermée juste un temps et juste un qu'ils temps sont pour venus pouvoir toquer derrière en disant: ouais. «Non, on aimerait bien la rouvrir C'est celle-là». ça. Après, faut pas faire le lien, c'est-à-dire que, ceux qui nous font passer les examens du BPJEPS, c'est lié avec le ministère des Bien sûr. sports et pas les FFE, donc c'est pas les mêmes ordres, mais oui, en fait, quand après, je me suis rendu compte quand j'étais à la Motte en train de donner ces cours-là, je me suis dit: «C'est fou» parce que pour avoir le droit de donner ces cours-là, j'ai passé un Tu as dû examen rentrer dans une boîte. ouais, j'ai passé un examen où il a fallu, ben, où je me suis fait recaler parce que justement, j'ai parlé de ça. Donc je me suis fait recaler parce que j'ai parlé de ça, mais aujourd'hui j'ai le droit de travailler parce que je fais ça. Donc j'ai arrêté de dire que je parlais de ça, pour pouvoir avoir le droit de venir ici De pour parler de reparler ça. de ça. C'est fou quand même. Donc ouais, je me suis dit: «Il faut que j'écrive un truc là-dessus parce que c'est quand même assez drôle, C'est assez drôle, ces ouais. putains de boîtes». Et est-ce que tu as un conseil de ces gens? Parce que c'est pas toujours facile de sortir de ces boîtes. Je sais que moi, j'ai eu de la peine à sortir de cette boîte, parce que j'étais toujours très bonne élève et je voulais pas trop déranger, pas trop. Mmh. Est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent là, quel est le conseil que tu peux leur donner s'ils sont un peu dans cette situation inconfortable de rentrer dans la boîte ou d'exister d'eux-mêmes? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Hem, c'est pour faire des formations, pour valider des examens, il faut se conformer à une méthodologie, on attend quelque chose de nous. Il faut juste pas se dire que, ça nous handicape.
Mmh. Heu, on prend de l'apprentissage, on va devoir ressortir quelque chose au moment de l'examen, OK, mais ça ne il faut pas que ça tue La ce personne. la personne, voilà. Ce que vous êtes et ce que vous allez pouvoir faire derrière. C'est-à-dire que vous allez être un peu à l'étroit, mais après, vous allez pouvoir, déplier les ailes, en fait. Hem, il faut prendre le positif. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'apprentissage. Je suis pas du tout en train de dire que le boîte n'apprend pas, que Mmh. qu'on n'apprend pas. Il faut apprendre. Il faut aller chercher de la connaissance et la connaissance, elle va être théorisée, elle va être, mise dans des boîtes pour qu'elle soit digeste et c'est normal et après on se conforme. Mais il faut prendre tout cet apprentissage, il faut le faire passer à l'intérieur de soi-même, il faut se l'incorporer, il faut vraiment le sentir dans soi, c'est être capable de ressortir ce qu'on attend de nous. Mais une fois qu'on aura passé cette étape et ben, on va pouvoir, éclore quoi. On va pouvoir, Mmh. sortir de cet œuf et devenir soi-même et c'est ça qui est important. On cherche pas et ça ne servira à rien pour le monde du cheval d'avoir des clones, d'avoir des gens qui juste appliquent une méthode, qui ont, une estampille et moi je fais ça. Je je fais ça, c'est la méthodologie avec, ce niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et je reste là-dedans. Vous allez mourir là-dedans, en fait, parce Mmh. que vous êtes juste l'instrument de quelque chose de théorique. Mmh. Alors qu'on vous demande de vivre, il faut mettre c'est encore une histoire de mouvement. Ouais. Notre monde du cheval, il évolue. La pratique équestre aujourd'hui, elle a rien à voir avec celle d'il y a 20 ans et celle d'il y a 50 ans et elle aura probablement rien à voir avec celle celle dans 50 ans. J'espère qu'on le fera encore. Heu, tout est en mouvement et c'est parce que les personnes, nos sociétés évoluent et nos connaissances aussi et donc c'est parce que les personnes prennent en eux les connaissances et les font vivre à travers eux et les mettent en mouvement. Donc il faut devenir soi-même et comme, dans mon école d'ostéo, on qui a formé plein d'ostéopathes complètement différents et bien chaque formation fera naître des praticiens qui seront différents parce qu'avec leur personnalité. Mmh. Comme on a chacun une personnalité, on aura chacun une sensibilité différente, une manière d'appréhender les choses différentes et il n'y en aura pas un qui sera meilleur que l'autre. C'est juste qu'il y en aura un qui correspondra peut-être plus à un élève qu'à un autre. Mmh. Et et c'est pas grave et c'est bien en fait, parce que comme on est tous différents, il y a un enseignant qui me conviendra vraiment bien, l'autre, un peu plus, un autre un peu plus et en fait, je vais aller vers ceux qui me correspondent, prendre ce qu'ils ont à me donner. Je serai pas forcément sensible à tout, mais je prendrai quelques clés chez chacun C'est ça et et la personnalité, le tempérament de la personne c'est ça. agit également là-dedans. Ouais, c'est ça qui fera que tu mets de la vie dans ce que tu as appris. C'est-à-dire que tu n'es pas l'objet Mmh. du savoir, mais tu as fait passer le savoir à l'intérieur de toi et tu le rends vivant. Et Mmh. c'est parce que tu le rends vivant que tu peux le transmettre. Et tu l'enrichis de toi-même. Mmh. Trop. C'est le genre de discours que ça m'aurait fait beaucoup de bien d'entendre il y a quelques années. C'est oui, c'est complètement ça. Dernière question par rapport à l'enseignement, après on va changer un tout petit peu de thématique. Qu'est-ce qui pour toi manque dans l'enseignement actuel? Bon, alors sans faire de généralités extrémistes, mais il y a enfin ça commence à évoluer, mais on manque un peu de connaissances sur le mental et sur le besoin du cheval. On manque de connaissances réelles sur, l'anatomie et le fonctionnement du corps du cheval, encore que il y en a un petit peu enseigné, mais c'est quand même assez léger. Mais surtout, on ne s'intéresse pas du tout au cavalier, on ne Ouais. s'intéresse pas à l'humain. Il y a, c'est comme si, on voit le cheval, on parle que du cheval et puis après on met un humain dessus et fait. Sauf que c'est la moitié de la composante et donc il y a un énorme manque, de connaissance du fonctionnement de l'humain, du fonctionnement mental, émotionnel et du fonctionnement de son corps. Et on est tellement, nous, en plus, complètement déconnectés de notre corps, de nos sensations, de notre fonctionnement. Notre mental a une telle importance. On a déjà du mal à pouvoir maîtriser son mental, à maîtriser sa pensée, à savoir être dans le temps présent, à utiliser son intention, sa pensée juste. C'est déjà tellement difficile de faire ça. Et en plus, il faut arriver à avoir
son corps là, son ressenti, maîtriser ses gestes, savoir avoir une communication gestuelle, posturale qui a une coordination avec notre pensée. Enfin, tout ça, c'est tellement déjà complexe. Et en plus, on nous demande de communiquer avec un cheval. Mmh. Donc, en fait, il y a toute une part du binôme qui est complètement oubliée et on te dit fais. Donc, j'aimerais réussir à transmettre à toutes les personnes que je croise un peu plus de conscience de leur corps, de conscience d'eux-mêmes, de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils projettent, qu'est-ce qui émane d'eux-mêmes, qu'est-ce qui émane avec leur cheval, euh, pour qu'ils arrivent à ouvrir leurs sensations et leurs vues. Et on est des êtres sensibles. Et la capacité de lecture, on peut tous la développer. Je ne suis pas née avec des dons particuliers. C'est juste que j'ai eu de la chance dans mon parcours d'avoir une formation qui m'a aidée à ça, d'avoir des gens qui m'ont aidée à ça. Et quand je vois ce qu'on peut comprendre et ce qu'on peut lire, j'aimerais bien pouvoir Mmh. ouvrir ces canaux-là chez d'autres personnes. Et je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Donc, il y a certainement encore tellement de choses qu'on peut réussir à ouvrir. Donc, essayer dans le monde du cheval et dans l'enseignement de remettre un peu plus de cohésion entre les deux et plus de conscience et de connaissance. Mmh. Là, on va passer un tout petit peu à la partie élevage. Tu nous as déjà un peu expliqué sur les premières questions pourquoi tu avais créé un élevage. Mm. Mais j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu, bah, les chevaux que tu élèves, ta vision de l'élevage, comment ça se passe chez toi l'élevage? Ok. Donc, j'ai débuté l'élevage il y a un petit peu plus de 10 ans. Là, c'est ma 2025, c'est ma 10e année de naissance. Mais un élevage, ça se crée pas en claquant des doigts. Ça a pris plusieurs années à maturer et puis à choisir les chevaux, à élever les chevaux et puis à commencer à avoir des poulains. À la base, moi, je suis partie avec l'envie d'élever des chevaux aztèques, donc du croisement entre de l'ibérique et du quarter. Aujourd'hui, je n'ai pas d'aztèque, donc comme quoi On évolue, la vie on change. fait évoluer les choses. On part d'un point A et puis on arrive à un point B. J'avais commencé, en fait, enfin, mon envie d'élever ce genre de chevaux, c'est parce que Célio venait, mon cheval principal, non pas celui avec lequel j'étais au Nokota Challenge, parce que bah, Célio a maintenant 19 ans, donc le temps Mmh. passe. Mais ça a été le cheval avec qui j'ai fait le plus de choses et qui m'a donné cette envie-là, en fait, de faire naître des chevaux de ce type-là. Donc mon premier étalon, c'était un frère à lui. Et qu'au final, je n'ai plus aujourd'hui parce que la vie d'étalon lui correspondait pas du tout. Et donc ma première expérience de début d'élevage, avec un étalon a pas été très, facile puisqu'il a fallu que je me rende compte que ça pouvait pas être aussi simple et convenir à tous les chevaux. Et hem et rentrer dans ma vie, sans que je le cherche par hasard de la vie, un frison, donc Tatou, avec sa propriétaire et qui est arrivé, à la plagne et qui a sailli, qui a commencé à saillir, hein, puisqu'il était très beau et que c'était un peu l'idée de commencer à faire quelques poulains avec lui et c'était à la même période où on a commencé aussi avec le premier étalon que j'avais et que que j'ai fait castrer, l'année suivante parce que c'était beaucoup trop dur pour lui. Et donc, en fait, j'ai commencé, avec ce frison, Tatou, je me suis cherché, un autre étalon, ibérique et j'ai trouvé Eragon, qui venait, du Portugal via l'Espagne, jeune, avec un passif, pas forcément très glorieux, mais on a trouvé une annonce et la personne nous a envoyé des vidéos et tu sais pas pourquoi, ce cheval, il a un truc Mmh. et du coup, on était le voir et puis on est reparti avec. Effectivement, ce cheval a un truc et puis, quelques années plus tard, on a acheté, une jument, croisée, arabo-comtoise, œillette, dans un élevage et on a voulu la faire remplir par l'étalon de l'élevage où on l'achetait pour, peut-être avoir une pouliche dans l'espoir. J'avais espoir d'avoir une pouliche de cet étalon que j'aimais bien pour garder et puis, avec une certaine robe et cetera, un certain modèle et j'ai tout eu sauf que c'était un garçon. Ah. Donc en fait est né Glénore, en fait la saillie, m'avait été offerte par, la propriétaire de Tatou.
Donc bon, j'allais garder le poulain quoi qu'il en soit, mais j'avais décidé que bon, comme c'était un garçon, que j'allais le castrer et puis que ce serait ma relève de Célio. Et puis il était mignon et puis il était gentil, il était quand même vraiment gentil et puis vraiment joli. Bon allez, à 2 ans, je vais lui faire saillir, 2-3 juments et puis je le ferai castrer après, puis il était toujours mignon, il était toujours gentil et puis à 3 ans, bon, je vais refaire saillir encore une année, je ferai castrer après et puis, j'avais mis toute une liste d'obligations qu'il devait respecter si jamais, il restait étalon, quoi. Il fallait qu'il soit toujours mignon, il fallait pas de problème de clôture, il fallait qu'il soit sympa avec les juments, il fallait qu'il soit pas chiant avec la bouche, qu'il puisse être manipulé par tout le monde. Enfin, j'avais vraiment mis une grande liste. Je me souviens pas tout ce que j'ai dit, mais le problème, c'est qu'une fois que tu as posé une liste de conditions Bah oui. et qu'il respecte toutes les conditions, Il est toujours chez toi, c'est ça? bah oui, du coup, il est toujours étalon. Enfin, Il c'est est du toujours coup, il étalon, est il est toujours devenu chez toi. le troisième étalon. Voilà. Et bah, on n'était plus dans l'élevage d'aztèques du tout, hein, par rapport au plan du départ. Donc voilà, donc il y a 3 étalons à la plagne, il y a toujours, Tatou le frison, Eragon, le lusitanien et puis Glénor, arabo-comtois, croisé ibérique et donc dans ma vision, de l'élevage, c'était de pouvoir avoir, donc à la base, je pensais n'avoir qu'un seul étalon, hein, voilà, c'était d'avoir un étalon qui vit avec ses juments toute l'année. Mmh. Et du coup aussi d'avoir des étalons qui enfin maintenant des étalons qui se sentent bien dans cette vie-là. Oui, qui sont équilibrés Voilà, parce c'est ça. que En l'occurrence, bah, le premier donc qui s'appelait Bellagio, c'était hyper stressant pour lui, beaucoup trop stressant. Il courait énormément, il était très, très maigre, il était tout le temps stressé, c'est vraiment pas une vie mmh. et une fois castré et hongre, bah, maintenant il fait la joie de sa propriétaire. Donc tous les étalons ne peuvent pas vivre ça et heureusement, j'ai eu la chance il y en a des poils. J'ai eu Pour il y a pour ceux qui parce qu'il y a certains qui voient que Célia, elle a le chat, sur les genoux, mais il y a un petit peu des poils qui volent partout. Oui, parce que c'est vrai que par rapport aux étalons, on a toujours l'image de l'étalon, à l'état sauvage, que parce qu'il est étalon, il va saillir. Mais c'est pas du tout le cas, en fait. Même à l'état sauvage, il y a des étalons qui saillissent jamais, Oui, au ah final oui, et ça dépend de leur caractère, de leur comportement. Il y a des étalons, à l'état sauvage, oui, qui n'ont jamais de juments et ils doivent se battre pour avoir des juments. Donc évidemment, dans des conditions domestiques, on ne fait pas se battre les étalons pour savoir lequel aura des juments. Tout ce qu'on a envie, nous, c'est d'avoir des étalons qui sont sympas et qui posent pas de problème et qui, sont pas en concurrence les uns des autres. Donc en fait, on garde plutôt des étalons qui, à l'état sauvage, n'auraient probablement pas sailli. c'est ça. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on a envie et il faut se dire que, ben on veut des chevaux sympas, on veut des chevaux qui ont la capacité de vivre ensemble et qui vont pas sauter des clôtures pour aller se battre à mort. Donc Oui, on recherche pas exactement on recherche pas ce qu'aurait, oui, survécu en nature. exactement, on ne cherche pas ce que la nature et ce que la survie impose aux animaux. C'est ça. Donc j'ai 3 étalons qui vivent avec leurs juments toute l'année et le choix des juments, il est en fonction, bah, des modèles des étalons, et des points forts et points faibles de chacun pour essayer d'avoir, des chevaux avec des modèles variés. Encore une fois, c'est peut-être, sortir oui, tu es accroché. Encore une fois, c'est peut-être, voilà, d'être hors cadre, mais j'avais pas du tout envie d'élever dans une race et d'élever dans un modèle et de me Ouais et conformer à encore un va aller modèle. au feeling, en fait, au ressenti, à Oui, j'avais envie d'avoir, des d'essayer des mélanges, de faire des poulains différents, et d'avoir plein de types de modèles parce que, bah, aussi les gens qui viennent, pour acheter un poulain, il y a plein de types de gens. Plein de types de gens physiquement et plein de types de gens dans leur personnalité, plein de types de recherches mmh et quand quelqu'un vient, me parle de lui, je le regarde, je regarde si c'est quelqu'un de grand, de petit, forcément ça va jouer. Je vais pas conseiller, un poulain, de tatou ou un poulain très grand et très haut à une fille, toute petite, toute freluquette qui va pas réussir à se positionner face à un cheval qui va être assez imposant et qui du coup ne va pas non plus correspondre à un cheval qui a mh. besoin d'en face d'un humain qui est bien planté. Et chaque mélange va apporter des sensibilités différentes. Par exemple, Eragon, le lusitanien est un cheval, très gentil, mais avec beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de sang. Donc il fait des poulains qui ont un peu plus de sensibilité, plus de sang, qui vont correspondre à des gens qui ont cette, ce plus de mouvement dans leur corps, plus envie de mouvement,
qui sont moins ancrés, qui vont avoir, cette capacité-là. Alors Mmh. qu'il y a des gens aussi qui veulent un poulain cool, tranquille, avec qui, ils vont faire vraiment, de la balade, du loisir et donc les poulains de Tatou ou les poulains de Glénor vont plus correspondre à ces Mmh. gens-là. Donc Ça te permet d'avoir aussi un panel de ouais, poulains très différent, c'est quoi. ça, c'est ça. C'est ça que donc c'est pratique pour pouvoir répondre à plein de demandes, mais c'est aussi, fun pour moi et beaucoup plus plaisant dans ma vie, d'avoir, des personnalités de chevaux différentes et ça me plaît parce que ça me permet d'interagir différemment avec chacun et ça m'apprend toujours, dans leur sensibilité à savoir comment avec toi je te parle, comment à toi je te parle, comment j'agis avec toi, Mmh mh. combien de temps ça va prendre avec lui, alors qu'avec l'autre, ça va être beaucoup plus facile, enfin beaucoup plus rapide, pas facile, mais plus rapide. Toutes ces différences, elles sont enrichissantes et moi j'ai pas j'aime pas m'ennuyer, enfin je peux pas m'ennuyer quoi. Mmh. Il faut qu'il y ait de la variabilité, il faut que ça Du me mouvement, stimule. de Ouais, c'est ça, ouais. yes, trop bien. J'aimerais bien parler avec toi, si tu es d'accord, du no-quota parce que, bah, il y a beaucoup de gens oui, il y a pas mal de gens Mmh. qui ont fait ta connaissance par le biais du no-quota, dont moi. Mmh. Hem, déjà, première question, pourquoi tu as accepté de relever ce challenge, que tu as accepté de participer à ce projet-là? Bah, on peut pas refuser un tel projet. Bah oui. Hem, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est, un projet que Ludovic Fournet, qui est un de mes très bons amis, me propose, parce que, aussi, il m'avait tanné les dernières années, du Mustang Makeover pour aller faire le Mustang Makeover, mais ça me branchait pas du tout, simplement par le fait de la compétition et puis Mmh. des enchères derrière, alors que, tout le travail avec un cheval sauvage, ça m'intéressait beaucoup, mais dans cette, avec cette idée-là, ça me plaisait pas et que là, du coup, il décide de faire quelque chose qui soit plus, à à une autre image et quelque chose qui nous corresponde plus, c'était une chance incroyable, donc impossible de dire non. Ouais. C'est vrai que ce serait difficile de refuser un Je crois, ouais. ouais, ah bah, complètement. Surtout en plus dans cette histoire, on avait la chance de pouvoir aller aux États-Unis. Alors on n'a pas été, jusqu'au Dakota du Nord parce qu'en hiver il fait très, très froid là-bas, mais de pouvoir aller, faire dès le début les Ouais. premiers échanges avec le cheval, les premiers instants, les premiers apprentissages pour les préparer au voyage à l'avion et pas simplement aller les chercher, Mmh. à l'aéroport en C Allemagne. ouais, ce qui est différent du Mustang Mach-Upper, là, vous Oui, avez vraiment été aussi à la rencontre de la de l personne qui ouais, s'en oc de enfin, qui l'éleveur, s'en ouais, occupe, du cheval. qui a le terrain finalement Ouais, où enfin, qui est à l'élevage de ses chevaux. Alors en voilà. fait, donc la différence entre les Mustangs et les Nokota, donc le Mustang est considéré comme un cheval sauvage parce qu'il n'appartient à personne. Mmh mh. Les Nokota, ce sont des chevaux qui étaient sauvages, dans le Dakota du Nord, qui ont été enfermés, par erreur dans un grand parc là-bas et la politique du parc a été, de l'extermination de ces chevaux-là et en fait, Frank Kuhn et son frère, Léo, lorsqu'il était encore en vie, pour sauver, cette race de chevaux, ces chevaux qui, pour eux, avaient une valeur considérable dans l'histoire des États-Unis, les ont achetés et ont continué à les faire, à les élever, bon, dans des espaces américains dont on n'a pas idée, surtout Voilà, ça ici a en rien à Suisse, voir de ce de que j'ai vu. oui. Voilà. Donc ce qu'on pourrait considérer comme des conditions sauvages dans des grands espaces et de permettre à ces chevaux de ne pas disparaître. Mais ils appartenaient du coup à des personnes, donc ils ne sont pas considérés comme des chevaux sauvages et pas considérés comme des mustangs. Mais ça finalement, il y avait pas d'intervention humaine spécialement sur ces chevaux non En tout plus? cas, ils étaient untouched, donc pas touchés. Mmh mh. L'intervention humaine était de nourrir ces chevaux-là l'hiver, puisque dans le Dakota du Il fait Nord, il y trop a froid, un ouais. mètre de neige et Mmh mh. que la volonté n'était pas de les laisser mourir et Voilà. se débrouiller tout seuls. Donc, ils connaissaient les clôtures, puisqu'ils étaient dans des espaces privés, très grands, mais avec des Mmh clôtures, mh. avec une certaine gestion quand même des étalons et de la reproduction, et d'être nourris, donc d'apporter du foin, de voir des véhicules et d'apporter du foin. C'est les seules interactions qu'ils avaient avec l'humain, Mmh mh. mais ils étaient jamais touchés. D'accord, ouais. Ouais et puis c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir ces chevaux où ils vivent et c'est pas juste un cheval qui arrive que tu prends. Enfin, il y a Mmh, vraiment un concept, une histoire derrière qui ouais, finalement est enfin, ça amène, c'est pas juste
finalement un travail d'éducation. C'est que tu Non. adhères à tout le concept et à toute l'histoire qu'il y a Oui, derrière. et l'histoire qu'on a voulu raconter, c'est que, bah, tout comme les chevaux sauvages, les mustangs dont leur territoire, sont en permanence réduits et qui ont besoin d'être maintenus et d'avoir une politique qui puisse, faire que ces chevaux puissent exister. Les Nakota ont aussi leur propre histoire et c'est l'histoire des États-Unis et en fait, c'était les chevaux, des Indiens du nord américain, qui ont fait les dernières batailles avec Sitting Bull contre les Américains et qui étaient vraiment considérés comme des armes de guerre. Et Mmh. lorsque les Indiens ont perdu, les Américains ont, exterminé beaucoup ces chevaux-là ou les ont pris et les ont gardés pour eux. Et ces chevaux, Nakota, en fait, ne se sont jamais mélangés avec, les Mustangs des États-Unis. Mmh. Et hem et la génétique, les progrès génétiques d'aujourd'hui ont en plus montré que ces chevaux-là, vraiment génétiquement, n'avaient pas de lien avec les Mustangs et donc n'avaient pas de lien avec les Mustangs étant, heu, venant des chevaux importés, d'Europe et donc en fait, ils n'avaient pas de lien génétique avec ces chevaux venant d'Europe, mais qu'ils avaient des liens génétiques avec des chevaux qui venaient, par le nord d'Asie. Mmh. Donc en plus, ils amènent, toute une un pan d'histoire juste du cheval dans le monde et des mouvements de chevaux dans le monde et de l'histoire des États-Unis et de ces qualités, enfin de la qualité qu'avaient ces chevaux pour les Indiens et malheureusement entre la politique de gestion, dans Dakota du Nord et puis, le décès, de Léo Kuntz et les difficultés, de Frank, des difficultés financières et aussi, parce qu'il est quand même très âgé Mmh. et assez malade, ça met en péril, la survie des Nakota, qui sont pas très nombreux aux États-Unis et donc il y avait toute cette histoire et donc Anouchka, qui a été l'intermédiaire entre, Frank Kuhn et Eva et Ludovic, qui nous a raconté cette histoire et cette nécessité, en fait, juste de faire connaître cette population de chevaux et de devoir aussi peut-être, continuer à la faire vivre et à aider, ces familles-là, ces éleveurs aux Mmh. États-Unis et les éleveurs qu'il y a aussi en Europe, à essayer de garder vivant ces souches-là parce que c'est de la richesse génétique chez nos chevaux, tout simplement. Ouais, c'est ça. Elles sont pas issues de croisements et Non? où, il y a pas eu, voilà, il y a pas eu de recherche enfin, ils sont, on va dire, nature peinture. Je sais pas Oui, comment dire. bien sûr. Je sais pas si on peut Non, alors ils les ont croisés, pendant de nombreuses années pour en faire, des chevaux de poste, des chevaux de course et cetera. Mais il y a toujours une souche «pure» entre guillemets, ce qu'ils appellent, fondation, et c'est une richesse génétique, Mmh. d'une histoire d'un peuple, de chevaux qui est aux États-Unis dans les États du Nord et qui vient d'Asie et je pense que si on s'intéresse au cheval dans le monde, en fait, ça a de la valeur juste d'essayer d'expliquer cette histoire-là, de ces chevaux-là, des et surtout de la parole des Indiens qui disaient, que lorsque, les Américains sont venus avec des chevaux, ils avaient déjà vu ces animaux-là et on a toujours dit que, non, en fait, il y avait pas de chevaux aux États-Unis avant que les Américains arrivent avec et que c'était simplement, parce qu'ils méditaient beaucoup, ils avaient peut-être dû voir, imaginer et cetera et en fait, la Ça prouve génétique qu'en fait, aujourd'hui, ouais, prouve mmh qu'en fait non, ces chevaux Nakota, ils étaient déjà là. Ils n'ont pas de lien avec les Mustangs, mh. ils étaient déjà là et donc leur parole, aux Indiens, elle était vraie et donc c'est de l'histoire des hommes et c'est de l'histoire des chevaux et ça méritait d'en parler et ça méritait de mettre un coup de projecteur dessus pour les aider eux et puis aider la famille Kuntz qui, depuis toujours, se bat, avec peu de moyens pour essayer de les faire survivre. Oui et puis c'est là, surtout en plus on en a parlé il y a pas si longtemps que ça, où ils sont vraiment en train de rechercher, la souche, Ouais, des chevaux domestiques ouais. parce qu'ils n'arrivent pas à la trouver Mmh mh. finalement. Donc en fait, ce genre de chevaux-là, ça amène pas mal de questionnements Mmh, sur les souches ouais. et ça montre quand même qu'il y a eu plusieurs souches sur plusieurs continents Mmh, qui finalement n'ont rien à voir entre eux ouais et et c'est passionnant. c'est passionnant parce que, déjà là, ils ont, montré que le cheval de Przewalski, c'est pas les ancêtres de Ouais, nos chevaux, donc c'est c'est ça, encore une autre souche. c'est ça. Donc finalement, ça vient un petit peu perturber toutes ces connaissances mais
enfin Ouais. pour les gens que Il ça faut lire il faut intéresse. lire le livre de Ludovic Orlando sur, Ouais. la recherche, génétique, des chevaux et c'est vraiment passionnant. Ah ben, bonne référence, ouais. Ouais, qui parle justement donc on a aujourd'hui, il ne reste plus que 2 souches d'équidés, les Przewalski et nos chevaux qui ont effectivement pas de lien génétique C'est et ces ça, Przewalski ne sont pas les ancêtres de nos chevaux et on complètement. Et recherche une chose que les gens croient beaucoup, mais oui, c'est bah, c'est ce voilà, qu'on m'a appris, hein. complètement. Mmh. Et qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience? La chance de pouvoir, aller, vraiment travailler avec des chevaux qui n'avaient jamais eu de contact proche avec des humains. Heu, Cette expérience-là, l'expérience enrichissante, de rencontrer, j'aime rencontrer les gens avec des cultures différentes et me nourrir de leur passion et je suis passionnée et Franck est passionné et en fait, de quand qu'il nous transmette sa passion, du Nokota, sauvage et surtout de voir comment est-ce que lui, il interagit dans son groupe, comment est-ce qu'il arrive à faire bouger son troupeau de chevaux. Au départ, quand on est arrivé, on a dû beaucoup amener les chevaux dans le manège. Il nous a montré comment est-ce qu'il il faisait pour les faire bouger. De beaucoup analyser son attitude, ce qu'il faisait et bah, c'était hyper enrichissant parce qu'on voit que, bah, le gars, Il a de il a passé l'expérience, ça quoi. toute sa vie à Ouais. interagir avec des chevaux qui ne veulent pas de contact, avec lequel il ne va pas prendre un licol, il va pas chercher à les dresser pour obtenir quelque chose. Pour autant, bah, il va réussir à les manipuler, enfin à les faire changer de pré, à les faire monter dans un camion, parce que, bah, il les vend forcément, c'est de l'élevage, Mmh, donc bah, oui. il y a des ventes, les mâles sont enlevés pour être vendus et en fait, c'est toute cette gestion beaucoup plus intuitive et instinctive du cheval sauvage. Et c'est des choses qu'on a tellement pas chez nous, en Ben non. fait. Et non et en fait, dans les premiers jours nous on était perdus alors que pour autant on a l'habitude des chevaux, mais je me suis sentie perdue et ce qui «m'a rassurée» entre guillemets parce que, bah, pour moi c'était nouveau, mais Mmh mh. il y a autant il y avait, Ludo, Billy, Maëva, Gian, elles avaient déjà eu, ils avaient déjà eu des mustangs, entre leurs mains donc bah, moi j'étais toute neuve là-dedans et en fait, eux, ils étaient aussi perdus, que moi, de faire bouger ce groupe de chevaux, qu'on ne peut pas toucher Mmh et mh. donc bah, il y a eu aussi cet apprentissage-là pour nous au départ qui était vraiment génial de pouvoir l'observer et de pouvoir le tester Mmh et de mh. pouvoir le vivre et ensuite, toute l'expérience, enfin, de choisir un cheval, comme ça sans avoir eu d'autres liens que de juste pouvoir le regarder Mmh mh. et de pouvoir, tout construire avec. Chercher à l'intérieur de soi-même, OK, tu es là, tu as pas envie certainement que je vienne te dire: «Bonjour, bah, je voudrais te mettre à l'école et puis on va partir en France». Mais, d'essayer de te convaincre que je suis chouette et qu'on va pouvoir faire des Mmh. trucs ensemble donc, sortir de soi-même, essayer de chercher à éveiller l'envie. Et là, bah, on en parlait au début de la pensée latérale. Là, je pense qu'elle t'a bien servi Ouais, de d'observer la situation sous bah, plusieurs angles. elle m'a surtout bien servi parce que, en fait, je suis partie au Nokota, j'avais déjà décidé, c'était déjà décidé, en fait, que j'allais garder le cheval que je que j'allais choisir là-bas, mais on n'avait pas eu de photos, d'images de quels chevaux allaient partir. Bon, il fallait déjà pouvoir, les sélectionner, il fallait que les chevaux soient bien en état, enfin, il y avait beaucoup de conditions donc en fait, on ne savait pas quels chevaux on allait avoir et on n'avait pas du tout de photos des chevaux qu'on allait Mmh. avoir. On a eu, des photos poulains, bébés, de potentiellement, quelle, jument allait être choisie. Et c'est vrai que j'avais, craqué sur, Tiger Lily en photo. Mmh mh. Parce que je sais pas, elle était mignonne, j'aime les chevaux de couleur, il y avait cette espèce de fantasme de gamine, Ouais. avec son Mustang, même si c'était pas des Mustangs, mais voilà, de la pie avec son œil bleu, je l'ai vue avec son œil bleu. Moi, j'aime les chevaux crème avec les yeux bleus, ça m'a fait un truc. Puis, les photos de ses parents, tout ça, j'aimais bien et puis, bah, voilà, je me suis fait mon truc dans ma tête. Je me suis fait mon film, je me suis fait: «Ah, bah, du coup, j'aimerais trop faire ça, puis pendant que je l'aurai, bah, j'aimerais trop l'emmener là et puis on fera ça et on fera ça». Voilà, je me suis fait mon truc dans ma tête et puis arrivé là-bas, et bah, waouh, bah, Tiger Lily, en fait, elle est pas du tout, dans l'état physique que j'avais Que tu t'étais imaginé. imaginé? Mmh.
je n'avais pas d'informations sur son histoire Ouais. et j'apprends des choses et je me dis: «Waouh! En fait, le film que je me suis fait, Ça il fait va pas pouvoir avoir lieu, quoi. Ou du moins, pas d'ici le mois de juin, quoi». Mmh mh. Et bah, ouais, la pensée latérale, c'est: «Chut, je sors de ça, qu'est-ce que je vais pouvoir regarder à côté Mmh. pour y trouver autre chose?» Mmh Et mh. en fait, c'est quoi le message? C'est quoi l'autre message? Et et en fait, l'autre message est paru particulièrement évident que, beh, oui, en fait, c'est la jument que j'allais prendre parce que c'était celle qui avait le plus besoin, C'est celle de qui avait le soins. plus besoin de toi par rapport à tes compétences. Beh, oui, exact. Comme quoi, mais le hasard, Ne fait toujours que bien les choses. et tu sais, je vais te dire quand j'ai vu les premières photos, des chevaux, c'est celle qui m'a fait le plus craquer. Parce qu'elle a un petit quelque chose Mmh, avec sa liste, voilà, je trouve qu'elle a quelque chose qui attire tout de suite l'œil, en mmh, fait. c'est Et ça. je me suis dit: «Ah bah, si je faisais le Nakota, j'aurais craqué sur elle». Ouais. Hem, du coup, Tiger Lily, est-ce qu'elle a eu un impact sur toi? Qu'est-ce qu'elle t'a appris, elle? Heu, m'a fait me rendre compte que en fait, cet abord du cheval par le corps, c'était moi, quoi. Mmh mh. Heu, même si je savais qu'il fallait on doit devenir soi-même, on doit trouver ce qui nous correspond et cetera. Hem, je on a toujours tendance à regarder les autres et à se comparer, à se dire: «Ah moi j'arrive pas à faire ça aussi bien que lui, j'aimerais bien pouvoir, réussir à ça» et cetera et j'avais un petit peu de mal, je pense, à croire en ce que moi j'étais capable de faire Mmh mh. et et je pense que Tiger Lily m'a permis, par cet événement, par son état et par ce que j'allais pouvoir faire avec elle, de vraiment comprendre, dire: «Bah, oui, en fait, c'est moi». Et de prendre de l'assurance, en fait. Oui Mmh mh. et de me rendre compte que, bah, ça avait toute sa valeur et qu'il fallait que j'aie confiance dans ce que moi je proposais avec ma personnalité à moi Mmh mh. et ça a énormément de valeur. Complètement. Mmh. Quel est ton plus beau souvenir avec elle? Hem, Un j moment où tu te dis, bah, je sais pas, une émotion qui t'a traversée ou un truc qui est ancré, en fait? il y a un truc où elle m'a surpris, extrêmement surpris, c'est quand, on est parti en rando, enfin en rando, on est parti faire un tour en balade, moi je voulais faire un tour en long graine et j'ai une pote qui attelle sa jument et qui avait des amis à elle, donc elle décide d'atteler. Je dis: «Bon, bah, tu attelles donc tu vas faire des petites allures, du coup potentiellement je peux te suivre en extérieur en long graine» et heu et en fait je me suis dit: «Ah ouais mais j'espère qu'elle va pas avoir peur de l'attelage» parce qu'en Mmh mh. fait, juste au moment de partir je me dis: «Oui, c'est vrai que elle a Peu jamais vu c'est la pas quelque la chose qu'elle aurait calèche. croisé, J'avais pas pensé. Donc bon, je pars avec mon truc de: «Bon, je vais me mettre derrière, on va marcher derrière et puis ça va aller». Donc elle a regardé pendant quelques minutes et puis en fait, elle est pas très impressionnable donc c'est vite passé et on est parti se promener. Donc moi j'étais derrière et puis putain, elle marchait et en fait, elle avait en permanence envie de passer à côté de la calèche. Donc bah, j'avais un peu peur par rapport aux roues, je me faisais mon scénario, je voulais absolument rester derrière et puis bon, je la laisse aller et en fait, c'est elle qui a décidé elle a décidé vraiment d'aller se caler à côté de la jument Mmh mh. et elle s'est calée à l'allure de la jument, qui était pas forcément hyper ravie de l'avoir à côté d'elle, mais qui n'a pas eu le choix et j et j'ai eu l'impression que dit: «Bon, bah, voilà quoi, assieds-toi dans la Mmh mh. voiture» et donc je me suis assise, dans la voiture et puis, bah, j'avais ma jument là et j'avais l'impression de l'atteler et elle a pris son rôle et c'est comme si elle avait compris ce qu'on était en train de faire et elle a kiffé, elle a vraiment adoré. Heu, on a trotté, on a galopé comme ça, elle a absolument eu peur de rien et elle a compris, tilté tout de suite. Je dis: «Waouh, c'est génial parce que j'ai enfin trouvé un truc qui lui plaît». Ouais. Parce que c'est nos quotas ou du moins ces chevaux qui ont été confrontés à la dure réalité de la vie,
à, à de la «sélection naturelle» entre guillemets, à de la combativité par rapport aux ressources, à la nourriture, au groupe, tout ça. Ouais, ils ont pas du tout les mêmes, Non, soucis, si on veut dire ça, que nos chevaux du c'est quotidien, ça. quoi. Et pour les convaincre de faire quelque chose, il faut vraiment que, enfin, pour eux, ils voient pas vraiment l'intérêt. Mmh À mh. partir du moment où ils ont à manger, à boire et qu'ils ont pas envie de se bouger. Donc trouver de la motivation, c'est un vraiment challengeant et en gros, le renforcement positif, c'est pas une motivation. Mmh. C'est enfin pas suffisante, on va Oui, dire. c'est ce que tu expliquais, un moment ce week-end. Mmh, C'est typiquement la carotte, pour nous, nos chevaux, alors ils savent ce que c'est, mais ouais. là, tu peux Ah non, non, c'est pas du tout motivant. Elle va en prendre deux trois, OK, puis au bout d'un moment, non. Donc trouver de la motivation et de l'envie de se bouger, parce qu'en fait, en plus, j'ai besoin de la faire bouger. Il faut qu'elle bouge pour qu'elle aille mieux dans son corps, pour qu'elle s'articule. Donner cette envie, c'était vraiment, vraiment difficile et là, d'un seul coup, elle a eu envie d'avancer. Ah putain, ça m'a fait plaisir mmh mh. et alors oui, on était aussi en extérieur, mais j'ai vraiment eu l'impression que elle ça lui plaisait et qu'elle avait compris le truc, bah, faut se mettre devant et toi tu es derrière et puis on y va. Et donc ouais, ça m'a vraiment fait plaisir et surtout je me suis dit: «Ah ouais, en fait avec toi, je vais apprendre ça». Bah oui, j'ai pas Mmh mh. pensé que j'avais pas eu l'idée d'aller faire ça avec un autre de mes chevaux, mais Mmh. comme tu es pas très grande et que, beh, sur ton dos je suis pas hyper à l'aise, et beh, on va faire ça. Ouais, Donc ça, bah, c'était vraiment chouette à vivre. cool. Du coup, on va aller sur les 3 dernières questions de ce podcast. Donc c'est 3 questions que je pose à tous les invités. Donc bon, j'ai changé un petit peu mes questions parce que nouvelle année, nouvelles questions. Pour toi, quelle est ta définition du bien-être du cheval? Parce que c'est une thématique, qui est beaucoup, Sensible aussi. sensible, c'est sensible, mais on en parle beaucoup Mmh. et j'ai aussi cru comprendre en faisant ma petite enquête que c'est quelque chose, aussi tu en as parlé un petit peu. Mmh. Quelle est toi ta vision à toi? Alors, je pense qu'il y a pas de définition établie. La notion de bien-être, en fait, elle va être propre à chacun et on peut tous être bien dans des conditions différentes. Mmh mh. Hem, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir suffisamment de connaissances des besoins du cheval, pour pouvoir au moins, lui offrir la capacité d'exprimer aussi ce dont lui, il a besoin. Mmh. Heu, la définition du bien-être, c'est pas forcément des chevaux qui vivent au pré, ensemble en troupeau. Hem, c'est plus être à l'écoute des besoins de l'autre que d'écrire et d'imposer Mmh. une liste de conditions qui permettent d'être bien. Donc je pense qu'on arrivera à plus de bien-être et qu'un si déjà on apporte plus de tolérance dans les différentes, manières d'interagir avec les chevaux. Et déjà à partir du moment où on va devenir plus à l'écoute de chaque cheval, on va peut-être pouvoir remplir des besoins un petit peu plus propres et spécifiques, plutôt que de vouloir imposer sa vision à l'autre. Mmh. Après, il y a le bien-être dans l'activité que l'on fait avec les chevaux et Oui, c'est c'est en pas que de la non, détention c'est pas que et de la détention, mais en fait, ça va être à peu près la même chose. Heu, une fois que l'humain sera un peu plus conscient de ce qui se passe et s'il en a envie, mmh. s'il Oui, a il y envie a aussi, d'écouter et de oui. répondre, parce qu'en fait, on ne peut pas, forcer et imposer. Si on arrive à être plus conscient et à recevoir plus d'informations, on va peut-être pouvoir réussir à mieux répondre à ce que le cheval est capable et à avoir une discussion et à avoir que le cheval ait une voix. Ça ne veut pas dire, ne pas, pouvoir demander des choses à notre cheval, mais qu'il puisse exprimer aussi ce qu'il ressent et comment il est Mmh. dans chaque instant et qu'on puisse du coup mieux adapter les choses. Et c'est aussi par plus de connaissances et plus de savoir-faire que l'on deviendra un petit peu plus précis dans ce qu'on peut lui demander et surtout dans ce qu'on peut réussir à l'aider pour se développer. Notre responsabilité dans le bien-être, elle est aussi dans le fait alors si on veut monter des chevaux et si on veut faire des choses avec, dans les aider à améliorer leur capacité physique.
Mmh. On parle d'améliorer leur capacité mentale, à mieux gérer leurs émotions, leurs peurs, à mieux comprendre ce qu'on fait avec eux, à mieux comprendre leur interaction avec l'humain, mais c'est pas suffisant. Heu, je pense que si on veut vraiment aller au bout de notre responsabilité par rapport au cheval, elle est dans, améliorer sa locomotion, Mmh. améliorer sa condition physique. On sait très bien que pour être bien, nous aussi en tant qu'humains, il faut qu'on fasse du sport, il faut qu'on se bouge, Ah bah, oui. heu, Mmh. il faut, il faut pouvoir se sentir bien dans son corps et en fait, il en va de même pour notre cheval et un cheval qui fait rien au pré n'est pas forcément un cheval qui est bien dans son corps. Je pense que c'est important de soulever, on a eu, ben, le cas ce week-end en stage d'une auditeur qui justement, ben, quand tu expliquais que le cheval, ben, il n'était pas fait pour porter l'humain physiquement, ben, en fait, ça l'a un peu percuté et d'ailleurs, bah, je prends l'exemple de mon cheval qui était, un peu inconfortable dans certains Mmh, mouvements, parce que, ben, voilà, il doit s'assouplir et ça l'avait, un peu percuté en disant: «Mais si finalement, est-ce que c'est une bonne idée de monter dessus? Le cheval, il est un petit peu dans l'inconfort. Pourquoi est-ce qu'on continue à lui demander?» mmh. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose aussi de c'est pas parce que le cheval, il est au pré et qu'il est juste en train de brouter qu'il est bien dans son corps, en Ouais. fait. Non, tout à fait. À ne rien faire, en fait, bah, le cheval, il a aussi son corps qui se stase. On a tendance à beaucoup trop nourrir nos chevaux. Donc en fait, cet idéal du cheval au pré qui fait rien, c'est pas non plus un idéal pour des animaux qui, en fait, sont faits pour du mouvement en permanence, sont faits pour être des athlètes. Et 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 en fait, cet extrême dans lequel certains tendent à aller par rapport au bien-être: «Ah mais du coup, non, mais moi je veux surtout, pas mettre mon cheval, dans l'inconfort, je veux pas lui monter dessus parce que, bah, ils sont pas faits pour ça». En fait, c'est se mettre des barrières et c'est enfermer le cheval, dans nos propres peurs à nous Mmh. et il y a aucun mal, en fait, à aller amener le corps de quelqu'un, un coach qui amène le corps de son élève, sportif ou d'amener le corps du cheval à travailler, à se développer à partir du moment où on a la connaissance de la mécanique et de ce que le corps est capable de faire et en fait, mettre le cheval dans un exercice qui va le rendre un peu inconfortable, bah, comme ton cheval qui avait des difficultés à passer un postérieur, on n'a pas été dépasser la limite de la capacité de son corps. Mmh. On l'a juste on a juste poussé la barrière de ce qu'il faisait dans son confort pour aller étendre petit à petit ce qu'il est Mmh. capable de faire et aller dans l'inconfort, ça veut pas dire se mettre mal, ça ne veut pas dire ne pas respecter son bien-être ou ne pas respecter ses besoins. C'est aller stimuler, en fait. L'inconfort, c'est un stimulus. Mmh. C'est un stimulus de l'environnement pour que le corps réagisse. Donc quand c'est du physique, c'est un stimulus de l'environnement pour que le corps se développe en souplesse, en force, en équilibre. Mais l'inconfort, ce n'est pas l'ennemi du confort. L'inconfort, c'est le stimulus pour étendre le confort. C'est ça, beh, finalement, c'est comme nous, on va à la séance de sport, moi, quand il y a une année, j'ai commencé à recourir, j'étais dans l'inconfort sur les 5 kilomètres et finalement on est dans l'inconfort et puis après une fois qu'on a, fait quelques entraînements, on se sent bien Oui, et c'est ça, c'est qu'en fait, bah, oui, c'est difficile, mais en fait après c'est un moment difficile à passer pour qu'après on se sente mieux dans le corps oui, et c'est ça, et on se sent mieux. c'est ça, parce que je pense que, on on a tous déjà, fait un après-midi, télé, Netflix, toute la journée où on se dit: «Ah je me lève pas», on n'est pas bien en fin de journée Mmh, parce qu'on n'a pas stimulé le corps. mmh, Donc c'est pareil pour les chevaux finalement. oui, et le mouvement, c'est la vie. On y On revient. oui, on y revient, ce que j'arrête pas de dire et parce que c'est mon antre, c'est ce qu'on m'a transmis, mon travail d'ostéo, c'est le corps, il a besoin d'être stimulé et de bouger. Votre cœur, il a besoin d'être stimulé et de battre plus fort pour pouvoir battre plus longtemps. C'est pas parce qu'on reste dans son canapé qu'on va vivre plus longtemps. On va vivre plus longtemps si on a une activité physique et qu'on se stimule. On va avoir un moindre vieillissement de notre squelette si on a un système musculaire et facial qui te maintient. Donc on a besoin de ce mouvement et nos chevaux, ils ont aussi besoin de ce mouvement. Les chevaux qui sont libres, ils Mmh. bougent. Ouais, c'est ça.
2e autre question que je pose vraiment à tous nos invités, et parce que c'est quelque chose, beaucoup de monde se pose la question, les Mmh, fédérations, les mmh. cavaliers. Comment vois-tu l'équitation en 2050? Comment est-ce que tu penses qu'on pourra toujours monter? Quelle est ta vision à toi? Alors moi, je me projette jamais aussi loin parce qu'il y a tellement de choses, qui peuvent se passer. J'essaye de me projeter à plus court terme. Mais c'est vrai que clairement en 2050, on peut se poser la question de: «Est-ce qu'on pourra toujours remonter à cheval?» Mmh. Quelle place notre société acceptera de donner et quel rôle donnera-t-elle, aux chevaux? Et c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment très, très actuel. Et du coup, je pense que notre, notre rôle, et c'est comme ça que je le vis en fait, c'est pas de mettre des interdictions et des obligations. Notre rôle, c'est d'éveiller. On doit chercher à éveiller les personnes qui aiment les chevaux, qui sont avec les chevaux, pour que on arrive à redonner une place, heu, un peu moins outil, Mmh. mais une place plus être vivant qui fait des choses avec nous, pour le cheval, pour que notre société qui évolue, hem, ne considère pas qu'aujourd'hui on ne peut plus, continuer à utiliser un cheval pour notre bon plaisir, mais Mmh. plutôt de se rendre compte que en fait, ils vivent avec nous. Ils vivent avec nous Ouais, c'est ça. depuis des centaines d'années, des milliers d'années. Et aujourd'hui, avec, on n'a plus besoin d'eux pour, se véhiculer, on n'a plus besoin d'eux pour faire la guerre, on n'a plus besoin d'eux pour l'agriculture, mais en fait, on a besoin d'eux pour notre vie aussi d'humain, et ils ont besoin de nous pour pouvoir continuer, à vivre parmi nous. On ne pourrait pas ouvrir toutes les barrières et laisser les Mmh. chevaux partir en liberté. Il y en a Ouais, c'est plus une 90 qui réalité. mourraient. Ouais, c'est plus possible de toute Non, c'est façon. totalement impossible. Donc ça sert à rien d'idéaliser, d'imaginer des choses comme ça, ce n'est pas possible. On doit juste inventer aujourd'hui une autre manière de vivre ensemble, et parce qu'on a un éveil de conscience dans le rapport aux animaux et dans le rapport à l'autre et dans le fait de 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 respecter la vie, et c'est très bien, mais attention de ne pas tomber dans l'extrémisme de vouloir du Mmh. coup séparer. En fait, cet extrémisme veut séparer l'humain de l'animal. Mmh. Or, on a vécu ensemble et on vit ensemble, et ils trouvent aussi beaucoup de confort à vivre avec nous. Mmh. Maintenant, à nous, de moins leur faire subir nos manques de conscience et nos manques de connaissances. Mmh. Et c'est simplement, je pense, plus de conscience et de connaissances et de compétences qu'il faut apporter. Mmh. Ouais, super intéressant. Est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer à nos auditeurs, qu'ils soient, cavaliers, professionnels ou autres, pour conclure ce podcast? Apprenez, ayez cette soif d'apprendre avec plein de gens différents. Ne vous interdisez pas d'aller voir, des personnes, qui vous correspondent pas à 100, parce qu'en fait, en chaque personne, vous trouverez une clé. Mmh. En chaque personne, il y aura quelque chose d'intéressant. Même si 99 vous n'adhérez pas, le 1 vous pouvez trouver 1 qui vous servira. Donc ne vous fermez pas à la première seconde parce que pour n'importe quelle raison, je sais pas, parce qu'il monte en mort, parce qu'il fait, il fait du sport à haut niveau, je sais, pour n'importe quelle raison, ne vous fermez pas, Mmh. restez toujours ouvert pour prendre quelque chose. Et on a besoin de d'aller rassembler le maximum de compétences, de connaissances pour éveiller et pour devenir soi-même, et pour être plus compétent. Et ensuite, travailler, essayer, tester avec vos chevaux. N'ayez pas peur de vous tromper, de faire des Mmh. erreurs. C'est À très partir du important, ouais. moment où vous le faites avec la conscience de bien faire, votre cheval, vous en voudra jamais, et ça va pas altérer votre relation. N'ayez pas peur de vous tromper, de pas avoir un bon timing, de faire trop fort. C'est pas grave. Les chevaux, ils sont sympas, ils nous pardonnent. Par Et on contre, va apprendre de ça. on va apprendre de ça, Mmh. exactement. Et vous allez progresser si vous essayez. Moi, j'ai appris avec les chevaux et j'ai appris en me trompant. Et je me trompe encore, et c'est quand je me trompe que j'apprends, que je Mmh. me rends compte que bah non, c'était pas ça, j'ai essayé autre chose. Il faut essayer et pour avancer. Ouais, j'aime trop ce conseil, c'est trop bien. Donc on va conclure, donc tu peux prendre ton petit clap et tu nous montres le mot que tu as inscrit et tu nous dis pourquoi. Bah, je l'ai dit plein de fois. Ouais.
Tu peux le montrer bien à la petite caméra. Donc, conscience. C'est juste, oui, conscience. Oui, c'est ça. Parce que je pense que c'est ça qui va éveiller et essayer d'aider et de reconnecter les gens entre eux et les gens avec leurs chevaux. Trop cool. Bah, du coup, c'est toi qui vas clapper la fin. Donc, avant que tu clapes la fin, merci beaucoup pour ce moment de partage. J'ai vraiment adoré, en fait. Et je suis trop contente que tu aies accepté de venir pour ce 6e épisode. Merci aussi pour ces 2 jours de stage que tu as animés. Je trouve que ça a bien clôturé ce week-end. D'avoir eu le courage de faire ça encore ce soir, parce que pour les gens qui nous écoutent, donc Célia, où on enchaîne depuis vendredi, où il y a eu la théorie, il y a eu la pratique, il y a eu beaucoup de choses. Donc, trouver de l'énergie encore à faire ce podcast ce soir. Donc, c'est vraiment chouette parce que c'était une belle opportunité pour moi. Donc, merci pour tout. Et puis, j'ai hâte de continuer à te suivre sur les réseaux et pourquoi pas encore à échanger à l'avenir. Et j'espère que ce ne sera pas ta première et dernière fois en Suisse, n'est-ce Non, pas? Voilà. Et de toute façon, comme pour les autres, je vais mettre ses réseaux sociaux, son contact en dessous de la vidéo. Donc, vous allez pouvoir aller la suivre. Je vous invite vraiment d'aller la suivre parce que c'est très intéressant le travail qu'elle fait. Voilà. Donc, à toi. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette opportunité et cette chance. Et moi, je suis ravie d'avoir pu faire tout ça ce week-end. Trop bien. Merci. Avec plaisir. Ce podcast vous a plu? Alors mettez 5 étoiles ou un like selon votre plateforme d'écoute. Laissez un commentaire pour partager vos impressions ou pour en savoir plus sur nos invités ou sur mon podcast. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. Pour donner de la visibilité, partagez-le un maximum autour de vous. J'ai besoin de vous pour faire connaître Confidence Équestre. Je vous invite également à suivre mes invités et moi-même sur nos divers réseaux sociaux. Vous trouverez les liens ci-dessous. Un invité vous ferait plaisir, n'hésitez pas à nous partager vos idées et vos envies. À très bientôt pour un prochain épisode de Confidence Équestre.